Dans cette émission spéciale d'1 heure, je vais révéler les secrets des plus grandes illusions réalisées sur Internet. L'illusion de vol de David Copperfield au-dessus du Grand Canyon. Les magiciens ont toujours repoussé les limites de la réalité, mais celui-ci est allé un peu trop loin. Copperfield se tient au bord du Grand Canyon, observant à travers un télescope comme s'il s'apprêtait à réaliser l'impossible. Ensuite, il prend une profonde inspiration, adopte une posture méditative et commence à flotter. Pour prouver qu'il n'y a rien qui le soutient, un anneau est passé autour de lui, d'un côté à l'autre. Mais il ne s'arrête pas là. Il va encore plus loin. 2 grands anneaux le traversent, confirmant qu'il est suspendu. Puis vient le grand moment. Copperfield quitte complètement le sol. Le vaste paysage s'étend sous lui alors qu'il glisse dans le ciel ouvert, planant sans effort au-dessus du Grand Canyon. Pendant un bref instant, on a l'impression d'assister à quelque chose d'impossible, un véritable miracle. Porté par une force invisible, il atterrit de l'autre côté, où quelqu'un l'attend déjà. Malgré l'incroyable illusion, cette performance reste très inhabituelle. Les plus grands tours de Copperfield, comme faire disparaître la Statue de la Liberté ou traverser la Grande Muraille de Chine, ont tous un point commun, de nombreux spectateurs. Pourtant, cette fois-ci, il n'y avait pas de public en direct. Les seules personnes présentes étaient une équipe de tournage et Bonnie Tyler. Aucun passant au hasard, pas de scène, rien du tout. Un environnement de tournage très contrôlé, premier signe qu'il y a un problème. Parce que sans public en direct, Copperfield peut tout manipuler, les angles de caméra, l'éclairage, même les images elles-mêmes. À propos de manipulation, évoquons la vraie technique de lévitation. On voit Copperfield s'élever du sol, mais concentrons-nous sur ce qu'il y a derrière lui, un rideau qui est déjà suspect. Parce que si vous regardez attentivement, la façon dont il se déplace verticalement suggère qu'il ne flottait pas du tout. Il était soulevé par un système de contrepoids caché derrière ce même rideau. Mais c'est là que les choses deviennent encore plus trompeuses. Le trucage de la caméra qui lui a permis de voler, le véritable génie derrière cette illusion, ce n'est pas la lévitation, c'est l'angle de la caméra. La caméra réduit volontairement l'angle de vue dès qu'elle vole. Notez que l'angle de face est montré de façon très contrôlée. Si vous doutez encore, observez la lunette en gros plan. L'ombre d'une tige bouge, synchronisée avec son mouvement vertical. Si ce mécanisme de bascule l'aide, comment l'anneau est-il passé au-dessus de lui ? C'est là que l'angle de la caméra joue un rôle clé. Quand l'anneau passe au-dessus, une charnière dissimulée s'ouvre brièvement pour laisser passer le bras du contrepoids, puis se referme. Dans la phase suivante, lorsqu'il franchit le 2e anneau, le bras du contrepoids s'allonge, lui permettant de s'approcher de la caméra. Cependant, la véritable lévitation au-dessus du Grand Canyon est l'endroit où Copperfield décide de sortir tous les trucs du livre. On voit à un moment Copperfield traverser l'anneau filmé sous un angle. Puis il y a une coupure, et l'angle suivant le montre plus haut et plus loin. Si c'était filmé en continu, pourquoi la perspective change-t-elle brusquement ? On distingue à peine le visage de Copperfield pendant le vol. Cela pose une question, était-ce vraiment lui ? Puisqu'on n'a jamais de gros plans clairs de Copperfield en plein vol, il y a donc de fortes chances que la personne qui survole le canyon soit une doublure. La raison pour laquelle on ne peut pas conclure immédiatement qu'il s'agit de Copperfield sur un fond vert, c'est qu'on voit une ombre sur le canyon, ce qui confirme que quelqu'un est bien transporté au-dessus. La question est maintenant, transporté comment et pourquoi une doublure ? On voit des plans larges où l'on peut constater qu'il n'y a rien en dessous de lui, mais il y a toujours une limite à ce qu'on peut voir au-dessus pour préserver l'effet de lévitation. Cela signifie que la doublure est sûrement soutenue par des câbles, comme l'appareil de lévitation utilisé par Copperfield pour son illusion de vol. Cependant, vu la qualité de la vidéo et pour des raisons de sécurité, même avec des câbles d'équipe de secours en hélicoptère, invisibles même bien éclairés. Ces câbles resteraient invisibles. Avec une telle mauvaise qualité vidéo, tout pourrait être dissimulé. Mais pourquoi employer une doublure cascade ? Si cela n'est pas déjà évident, être suspendu à un hélicoptère avec des câbles cachés est extrêmement risqué, alors qu'un cascadeur professionnel pourrait gérer les exigences physiques et les dangers potentiels de manière beaucoup plus sûre. Ces plans larges masquent son visage, facilitant son remplacement par un cascadeur aérien expérimenté. Je sais que beaucoup se demandent à ce gros plan. Comment voir Copperfield si une doublure était utilisée ? Ces gros plans ne sont pas des zooms avant, mais des transitions entre un plan large et un plan rapproché. Cela signifie que Copperfield utilise un fond vert pour ses gros plans, les filmant séparément à un autre moment et les intégrant dans les images du doublure en train de voler. Ses ombres, l'éclairage et sa tenue diffèrent un peu, montrant que cette partie a été filmée à un autre moment. Avant la prise de vue finale de l'atterrissage, la doublure de Copperfield apparaît brièvement avant la transition. Dans ce contexte, Copperfield est prêt pour l'atterrissage, utilisant la même méthode de bras à contrepoids, mais inversée.
Au lieu de s'étendre vers l'extérieur, le bras à contrepoids est tiré vers le rideau. La caméra, en gros plan sur Copperfield, pivote lentement pour dévoiler son dos. En réalité, il ne bouge pas. Le mouvement de l'arrière-plan avec la caméra donne l'illusion qu'il lévite. Une fois que la caméra est dépositionnée directement derrière lui, le bras de contrepoids le tire vers le rideau. Il s'assure de se tenir directement devant jusqu'à ce que le bras soit complètement tiré à travers, puis il termine l'acte. L'acte de cartes en pièces le plus célèbre d'Éric Chain. Éric commence le tour en ouvrant une petite boîte en bois, à l'intérieur de laquelle se trouve un long ruban blanc. Avec le ruban, il sépare la table, cartes rouges à gauche, bleues à droite. Lorsqu'il distribue les cartes rouges, elles deviennent bleues dès qu'il les pose sur la moitié bleue de la table. Au cours du processus, même la couleur de sa tenue change, passant du noir à un design à la fois rouge et bleu. Il reprend les cartes bleues et les retransforme en rouge. Éric glisse lentement une carte bleue sous le ruban, qui vire peu à peu au rouge. En soulevant le ruban, la carte change de couleur, puis redevient bleue quand on le remet. Ensuite, il prend les cartes rouges et, au fur et à mesure qu'il les distribue, elles disparaissent dans la table. Il insère une carte bleue dans la moitié rouge, où elle disparaît aussi. Il la reprend, la montre et restaure le ruban en arrière. Éric introduit ensuite une pièce et, en plaçant la carte bleue sur la moitié contenant la pièce, elle se transforme soudainement en une deuxième pièce. Il fait de même avec les autres cartes bleues qui deviennent aussi des pièces. En inversant la pièce et la carte bleue, les pièces redeviennent soudain des cartes. Il pose sa main sur les cartes bleues, les jette vers les pièces, et elles redeviennent aussitôt une pile de pièces. À la fin, il ramasse toutes les pièces dans la boîte, les fait disparaître, et son costume redevient noir. Comment fait-il ces tours ? Voici le secret. Pour rendre ce numéro plus facile à comprendre, je vais expliquer chaque tour dans le même ordre que celui dans lequel le numéro a été exécuté. Au premier tour, il téléporte les cadres sur la table grâce à sa dextérité et un peu de technologie. Vous pouvez voir sa main gauche faire glisser le premier cadre hors de la table, et lorsqu'il s'approche du bord, il le laisse tomber derrière la table dans un savon, qui est un sac suspendu derrière la table que les magiciens utilisent couramment pour se débarrasser ou récupérer des objets. Cette disparition particulière est également connue sous le nom de disparition Slidini, tandis que le cadre qu'il a pris avec sa main droite a disparu grâce à la disparition par rétention, où la carte est simplement ramenée temporairement en position Tenkai Palm avant d'être écartée. Lorsque les deux cadres apparaissent sur la table en ralentissant la vidéo, on voit qu'ils émergent progressivement sans aucun mécanisme visible. C'est parce qu'il ne s'agit pas de cadres faits en papier. Ce que vous voyez ici, en fait, c'est du ruban électroluminescent blanc. Ce ruban est fixé avec un adhésif sur le tissu. C'est pourquoi le ruban a des bosses, contrairement au cadre en papier origami qu'il a fait disparaître. Lorsqu'il sort le ruban de la boîte et en fixe une extrémité, on remarque quelque chose au centre du ruban qui semble être implanté à l'intérieur. C'est un petit aimant en néodyme qui servira plus tard à créer une illusion pendant le tour. Il prend ensuite un paquet de cartes dans la boîte en bois. Le paquet est organisé de façon à ce que la moitié inférieure contienne des cartes bleues, tandis que la moitié supérieure soit composée de cartes rouges. Il distribue d'abord les cartes à droite par le dessus, puis utilise une distribution par le dessous pour échanger rouges et bleus. Dans ce mouvement, le pouce pousse la carte du dessus, puis la ramène pendant que la carte du dessous est retirée et distribuée. Cela crée l'illusion que la carte vient du dessus du paquet. En ralentissant le moment où il distribue les cartes à gauche de la table, vous pouvez le voir se produire. Le changement de chemise est visible en ralentissant la séquence, mais la diversion reste très astucieuse. Il lance la carte rouge en dehors de la table et enlève un des deux gilets colorés de sa main gauche. Le gilet d'origine est noir sur lequel il porte un gilet bleu et rouge, puis un autre gilet noir. Ce changement est effectué de manière similaire au numéro de Quick Change où les costumes sont superposés les uns sur les autres. Au moment où il distribue les cartes bleues une par une, les transformant en cartes rouges, il utilise la technique du Snap Bottom Del. Pour ce mouvement, tenez les cartes ainsi, épluchez la carte, maintenez le bord avec le pouce et l'annulaire, puis faites glisser et tenez la carte du dessous. Puis relâchez la carte du dessous pour produire un bruit sec. À ce moment, Éric vole 3 cartes rouges du paquet avec sa main droite et les tient en prise du Snap Deal. Après avoir exécuté le Snap Bottom Deal, il se débarrasse des cartes bleues ici. Au tour suivant, Éric change une carte rouge en bleu en la laissant tomber à gauche, utilisant l'art noir. Une carte au dos bleu est posée face cachée sur la table en velours noir, sa face noire la dissimulant à tous. En posant la carte rouge, puis en la ramassant, il tient en fait 2 cartes.
Lorsqu'il la glisse sous le ruban, il laisse la carte noire derrière lui. Il repousse la carte côté bleu, ramasse les deux comme une, puis réalise un changement Bertram. Il vole la carte du dessous, la tient en paume Tenkai et la place sur celle du dessus. Ensuite, il la retransforme en carte bleue en retirant la carte rouge du dessus dans le savant. Il relâche simplement la carte rouge inclinée vers lui et lance la carte bleue vers l'avant. Vous verrez qu'en inclinant la carte, il révèle par erreur la face noire au dos bleu, confirmant ainsi notre explication. Voici maintenant le tour le plus impressionnant de la prestation, le changement de couleur lent sous le ruban, afin d'effectuer le changement de couleur impossible sous le ruban. Eric Chen a utilisé une carte à jouer truquée conçue de manière ingénieuse. 4 éléments sont utilisés pour fabriquer ce gimmick. La première est la carte de base, une simple carte à jouer sans le motif d'anges habituel des cartes bicycles. À la place, une moitié est entièrement bleue et l'autre entièrement rouge. Le deuxième élément est une carte à jouer de couleur bleue, qui n'est fixée avec aucun adhésif et peut se déplacer librement d'avant en arrière, de sorte qu'elle peut couvrir entièrement l'une des couleurs lorsqu'elle est placée d'un côté de la carte. Elle a été placée au-dessus de la section rouge. La carte semble avoir un dos bleu uni, mais en glissant vers la moitié bleue, elle révèle peu à peu le rouge dessous. Pour fixer ce morceau de carte à jouer en place, une deuxième carte à jouer a son dos entièrement découpé, ne laissant que le cadre blanc autour. Ceci est fixé avec de l'adhésif sur la carte de base, maintenant la pièce bleue en place. Mais qu'en est-il du motif au dos ? Le motif au dos est en fait un morceau de plastique transparent, imprimé à l'encre blanche à la taille d'une carte bicycle standard, puis collé dessus. Ainsi, cette pièce bleue ne peut pas non plus s'échapper ou tomber par le haut, elle reste maintenue entre ces 3 couches. Une fois la pièce bleue fixée, comment Eric la manipule-t-il à l'intérieur ? Les aimants interviennent alors. La pièce bleue renferme un fin aimant en néodyme. Ces aimants en néodyme, très fins, sont souvent utilisés par les magiciens pour fabriquer des accessoires de cartes discrets. Le deuxième aimant a été implanté sous le tissu de velours noir de la table, de sorte que lorsque la carte est poussée vers la droite de la table, la pièce bleue solide est attirée et reste immobile par rapport à la table. La carte continue de bouger, amenant la pièce bleue vers la partie bleue solide. En soulevant le ruban, l'illusion devient parfaite. Ce gimmick a un dos rouge au lieu d'une carte face visible en dessous. Tout ce qu'il fait avec ce gimmick, c'est le retourner avec sa main gauche pour donner l'illusion qu'il se transforme en carte rouge. Remarquez qu'une fois qu'il aligne les cartes normales à dos rouge sur la table, il ramasse la carte rouge qu'il a posée en dernier sur la pile. C'est parce que, même si cette carte rouge a un dos rouge, elle a une face noire artistique. Lorsqu'il essaie de la poser sur la table, elle se camoufle tout simplement. Cependant, il garde ce gimmick. Il s'en débarrasse dans le servante dès que sa main touche la table, la faisant glisser vers lui. Après cela, il commence à exécuter le snap deal, également connu sous le nom de laser deal, qui fonctionne de manière similaire au snap bottom deal. Les cartes, une fois distribuées, sont saisies ainsi puis jetées dans le servante à la fin. Maintenant, pour réaliser le deuxième tour le plus impressionnant de son numéro, où la carte disparaît physiquement et ne laisse derrière elle qu'un petit morceau qui est ensuite restauré visuellement, il utilise à nouveau l'art noir. Il utilise ici l'aimant implanté dans le ruban, comme mentionné plus tôt. Observez sa main gauche quand il s'apprête à le soulever. Il fait glisser un objet du coin supérieur droit de la table vers le ruban et le place soigneusement sur l'aimant. Cet objet est un morceau rectangulaire de velours noir, plus grand qu'une carte à jouer standard. Ce rectangle noir n'était pas fixé au ruban, juste posé à côté. Après avoir posé la carte, on le voit ramasser le ruban. À ce moment-là, il a créé du mou dans le ruban, ce qui a fait que le ruban s'est immédiatement attaché à la pièce et a recouvert la carte à jouer bleue. Le but de placer sa main gauche au-dessus du ruban était de projeter une ombre et d'aider à dissimuler le mouvement de la pièce rectangulaire noire. La caméra zoomant, il a profité de l'ombre de sa main pour dissimuler tout objet noir en mouvement. Cette carte de couleur bleue était également un trucage. Remarquez le moment où il essaie de prendre la carte sur la table. Un changement soudain de noir sur la table suggère une astuce de magie noire sous la carte. La carte bleue était truquée pour qu'une partie soit masquée en noir. Cette partie était ensuite dissimulée avec un petit morceau de carte bleue fixé magnétiquement pour la camoufler. En gros plan, on distingue la ligne diagonale du morceau prédécoupé. Après avoir montré le morceau, il l'a remis sur la carte et l'a fait disparaître en inclinant sa main gauche. Il l'a tiré vers lui et l'a laissé tomber derrière la table, feignant de le ramasser de la main droite. Souvenez-vous qu'au tour précédent, cette carte bleue avait une face noire.
Lors de ce tour, il a transformé la carte en pièce de monnaie. En sortant une pièce de sa poche gauche pour la montrer, il cachait sa main droite derrière la table, y prenait une seconde pièce et la glissait derrière la carte bleue à face noire. Il a laissé tomber la carte bleue face visible pour la faire disparaître, puis l'a glissée derrière la table en bougeant sa main vers le bord. Il a ramassé les cartes bleues, le restant tout en prenant une pile de pièces derrière la table dans un porte-pièces. Les pièces étaient dans sa main gauche sous les cartes bleues. Il a incliné son poignet, faisant tomber les cartes et gardant les pièces. Il a jeté les pièces sur la table, les a ramassées, puis placées au centre pour une raison précise. La table n'est pas ordinaire. C'est une table électromécanique conçue pour échanger des objets, utilisant le velours noir pour dissimuler les bords de la fente rectangulaire. Observez comment, en plaçant la carte bleue à droite, il couvre intentionnellement le centre de la table pour échanger les pièces contre les cartes. Ces cartes surgissent soudainement au centre de la table qu'il étale. Pour reconvertir ces cartes en pièces, il dissimule encore le mécanisme. Cette fois, il utilise sa main gauche pour couvrir les cartes, mais il laisse accidentellement apparaître le mécanisme. À ce moment, on voit les cartes descendre sur la table. Dès qu'il sent les pièces arriver, il les lance de l'autre côté, effectuant un échange très propre. En ramassant les pièces et en les plaçant apparemment dans la boîte en bois, il les fait simplement disparaître dans le serviteur, et en réalité, il ne place qu'une seule vraie pièce sur la fausse coquille de pièces. Remarquez que cette boîte possède un cadre rectangulaire en bois lâche entre les charnières. Cette pièce mobile s'attache en fait au-dessus du couvercle, lorsqu'il l'ouvre à nouveau pour montrer que les pièces ont apparemment disparu. Vous pouvez comparer l'apparence du couvercle avant et après la disparition et voir que la fausse coquille de pièces est fixée ici. L'illusion de séparation du corps par Rob Lake se distingue vraiment parmi celles que j'ai expliquées auparavant. Elle est particulièrement impressionnante. Le magicien est au centre de la scène. Son assistante pointe un laser sur sa taille, simulant une coupure en deux. Ensuite, une chaîne tombe du plafond, il la saisit des deux mains et soudain son torse paraît se détacher de ses jambes. Ses jambes avancent librement sur scène. Finalement, elles reviennent à leur position d'origine et son corps se rattache à la fin. Alors, comment Rob a-t-il réalisé cette illusion sans utiliser de méthode traditionnelle comme le faire en secret ou à l'intérieur d'une boîte ? Voici le secret. Certains ont peut-être vu l'illusion de Kevin James où il coupe son assistant en deux, le torse semblant séparé des jambes sous les yeux de tous. Dans cette illusion, l'assistant est en réalité une personne amputée qui n'a pas de bas du corps, comme l'illusion de séparation du corps de Chris Angel, qui utilisait aussi des amputés. J'ai aussi évoqué cette illusion sur ma chaîne, mais Rob n'est pas amputé. Comment pouvons-nous le voir sous tous les angles ? Certains d'entre vous, qui sont des spectateurs réguliers, se souviendront peut-être de ma critique de l'illusion de séparation du corps de Xavier Mortimer, où son torse supérieur semble séparé et même posé au sol. Vous pourriez supposer que Rob a les genoux repliés, comme Xavier dans son illusion. Dans le cas de Xavier, il est allongé au sol. La plaque métallique sous lui aide à maintenir ses genoux relevés. Et à aucun moment, nous ne pouvons voir derrière lui, ce qui rend difficile d'estimer l'épaisseur de son torse supérieur. Si l'on observe le corps de Rob, on voit que s'il pliait les jambes, une grosse bosse apparaîtrait sur sa poitrine. Ce serait assez évident au moment où il se détacherait, pourtant nous ne voyons aucune bosse suspecte. Deuxièmement, nous pouvons clairement voir en dessous de lui. Si vous faites attention à sa position, ramener vos genoux tout en tenant ses chaînes avec les deux bras n'est pas facile. Cela exercerait une forte pression sur son corps, mais on le voit à peine résister lorsqu'il est soulevé. Donc, il y a quelque chose qui nous échappe. Reculons un peu et concentrons-nous sur ses jambes. Il y a quelque chose de suspect chez eux. D'abord, son pantalon a une apparence, puis, après un changement d'angle, il paraît différent. Cela suggère l'usage d'une astuce de caméra pour créer l'illusion en repositionnant son corps. En résumé, la position debout au début et celle lors du grand écart après le changement d'angle de caméra sont deux situations très différentes. Puisque ses jambes peuvent être vues en train de marcher et qu'en jugeant par leur épaisseur, il n'y a aucune possibilité que quelqu'un puisse se cacher à l'intérieur, cela signifie qu'il utilise des jambes robotiques bipèdes. Les jambes robotiques bipèdes sont des membres électromécaniques capables de se déplacer dynamiquement et de garder l'équilibre sans tomber. Pourtant, cela ne répond toujours pas à la question clé. Où sont les vraies jambes de Rob et comment sont-elles placées ? Revenons au classique. L'illusion de la disparition de l'estomac de la femme révélée par le magicien masqué. Le secret de cette illusion tient à la position du haut et du bas du corps. Le haut du corps est allongé horizontalement,
la partie supérieure tombant pour couvrir le corps de face et de côté. Pendant ce temps, un mur derrière aide à compléter la supercherie. Maintenant, si Rob est aussi allongée horizontalement, pourquoi ne voyons-nous pas ses jambes ? Pourquoi cela paraît-il différent de l'illusion de la femme ? Parce qu'elle reste immobile, alors que dans l'illusion de Rob, il monte. Observons l'environnement où Rob se produit. Notez d'abord que l'arrière de la scène est très sombre et que seul l'avant est éclairé. Ensuite, notez que son corps est plus proche de l'arrière que de l'avant de la scène. Son corps adopte la même position que la femme de l'illusion classique, mais il est allongé sur une plateforme mobile verticale, similaire à un chariot élévateur. Maintenant, pour cacher la partie restante de son corps, toute la section allant de son dos jusqu'au mur est recouverte d'un tissu noir. Ce tissu noir est peint avec Musu Black, la peinture la plus noire du monde. L'utilisation d'une peinture ultra noire vise à supprimer les ombres, rendant toute forme ou détail indétectable à distance. Cela masque la forme de son corps lorsqu'il est allongé sur la poitrine. Pour évaluer l'efficacité de cette peinture, prenons un exemple d'Action Labs. Il a peint une pièce entière avec Mozo Black et dirigé une lumière au-dessus. En conséquence, on ne pouvait rien voir autour de lui, lorsqu'il détournait son visage de la lumière. Ses traits du visage et ses vêtements disparaissaient complètement dans l'obscurité. Et pour être clair, l'ampoule qu'il utilisait n'était pas faible. En réalité, mais elle était très brillante. Dans le théâtre de Rob, l'éclairage n'éclaire que l'avant de son corps et le reste est très sombre. Voici maintenant la grande question. Bien que cette configuration ait du sens pour réaliser l'illusion devant la caméra, où il peut utiliser une coupe pour exclure la partie où il prépare son corps, comment pourrait-il réaliser cette illusion devant un public en direct ? Parce qu'on voit bien les réactions du public dans certains de ses plans. Eh bien, remarquez quelque chose d'important. Rob Black et le public ne sont jamais réellement vus ensemble dans le même cadre. Les plans de réaction ont été pris lors d'une autre représentation. Mais s'il devait faire ce tour en direct, comment procéderait-il ? Il devrait utiliser des rideaux. Que veux-je dire ? Regardez cette performance dans Penn et Teller, Fool Us, où un magicien attend sur scène derrière un rideau baissé. Ensuite, après avoir présenté son tour, il passe derrière le rideau, se met en position, et ce n'est qu'à ce moment-là que le rideau essaie de retirer. Rob adopterait une méthode similaire pour se préparer avant d'exécuter le mouvement lorsque son corps se sépare. Si tu te demandes quelle illusion ce magicien a faite, c'était encore une illusion de séparation du corps. Si tu veux que j'explique comment ce tour est réalisé, fais-le moi savoir dans les commentaires. Le numéro de sable impressionnant de Young Min à America's Got Talent. Ce numéro est mon préféré, car Young ne se limite pas à la manipulation classique des cartes, bougies et balles. Lors de sa performance, Young ramasse du sable, le transforme en bâton, puis enchaîne avec une séquence de disparition et réapparition. Il fait réapparaître le bâton, qui se change alors en sable. Il saisit une pincée de sable, crée un flot continu depuis son point fermé, puis le divise en deux. Ensuite, il fait apparaître sans effort un grand anneau à partir de rien et le transforme à nouveau en sable, petit à petit au ralenti, concluant ainsi son incroyable numéro. Comment a-t-il fait ces tours ? Voici le secret. Je sais que beaucoup ont deviné son premier tour, où il a sorti la baguette cachée dans sa manche gauche. Ensuite, il effectue une disparition temporaire en plaçant la baguette à l'horizontale. On peut le surprendre brièvement en train de montrer la position de la baguette. Du point de vue de Young, on voit qu'elle est plaquée contre sa poitrine, avec son majeur. Il fait apparaître la baguette en passant son pouce dessous et la pousse d'un geste sec. On voit au ralenti la baguette glisser dans sa manche gauche avant qu'un nuage de sable ne sorte de son poignet. Nous remarquons bien l'ouverture dans sa manche gauche par laquelle le nuage de sable est libéré. Mais la question est, comment exactement cette machine à sable est-elle conçue et installée à l'intérieur de sa cape ? J'aborderai cela à la fin de l'explication. Pour le deuxième tour, vous pouvez le voir sortir à nouveau la baguette de sa manche gauche. Mais attention, si vous observez bien cette baguette, vous verrez qu'elle diffère des précédentes. En réalité, la seconde ne paraît pas contenir de sable, mais des paillettes argentées. On remarque une pointe noire sur la baguette près de sa main gauche. Lorsque la vidéo est ralentie, vous verrez qu'il tord la baguette dans la direction opposée avec ses deux doigts, libérant ainsi le mélange de paillettes et de sable et créant cette incroyable illusion. Pour ceux qui connaissent les tours de magie sur scène, il peut sembler qu'une canne disparaissante a été utilisée, un accessoire creux à l'intérieur qui se rétracte lorsqu'on le tord. Mais la séquence ralentie de la performance de Young ne ressemble pas à une canne disparaissante. C'est un accessoire sur mesure créé spécialement pour son tour.
Cet accessoire était conçu de manière à ce que la moitié avant soit en plastique transparent, permettant de voir le mélange de sable et de paillettes, tandis que la moitié arrière est en plastique noir qui recouvre les extrémités. En tordant les extrémités opposées, l'accessoire se sépare en deux moitiés. D'abord, la pièce en plastique transparent tombe, laissant s'échapper toute la paillette et le sable. Lorsque la partie arrière noire est relâchée, tout cela se produit en même temps. Maintenant que vous savez comment ce truc s'est construit, vous pouvez réellement le voir être démonté au ralenti. Vous voyez d'abord la pièce en plastique transparent tomber, puis le mélange sable-paillette, et enfin la moitié noire à l'arrière. La pièce noire est invisible car un seul mouvement, le sable et les paillettes la dissimulent. Comme cette pièce en plastique a une masse, on voit le sable sauter lorsqu'elle touche le sol, révélant la tige noire près de son pied. Au troisième tour, il prend un faux pouce caché dans sa cape. Les producteurs ont coupé la scène où il volait le faux pouce, mais ses mains sales ont laissé une trace sur son côté gauche, montrant où il avait posé sa main avant la coupure. Ce faux pouce contient un peu de sable, libéré en le poussant légèrement. Vous pouvez le voir faire exactement cela avec sa main gauche. Cette petite production de sable aide à détourner l'attention du public de ce qu'il fait avec sa main droite. Observez son corps se tourner tandis que sa main droite saisit un cylindre de sable percé d'un petit trou en bas. Dans ce plan rapproché, on voit ce cylindre noir, mais un simple cylindre rempli de sable n'explique pas comment il a pu séparer le flux de sable si facilement, donnant l'impression d'un effet numérique. Regardez sa deuxième prestation dans America's Got Talent, où il refait ce tour pour mieux comprendre. Notez qu'en raison d'un éclairage inadéquat, nous voyons exactement comment ce cylindre de sable est conçu. En zoomant, on voit qu'en soulevant le cylindre du sol, une extrémité noire en forme de cuillère, reliée à un fil fin, apparaît derrière le sable qui coule. En inclinant sa main en arrière, la pelle noire avance et perturbe le sable, donnant l'impression que le flux est coupé en deux. Voici à quoi ressemble le truc de près. Le cylindre est relié à un fil avec une petite cuillère noire à une extrémité, conçue pour se camoufler avec ses vêtements noirs. Le sable qui s'écoule de sa main gauche, c'est simplement lui qui remplit son poing gauche de sable puis le relâche, en synchronisant parfaitement ce geste avec le mécanisme du fil. Le dernier tour paraît simple au début, car on croit qu'il sort l'anneau de sa cape. Mais on réalise que l'anneau montré n'était qu'une moitié, et pourtant, quand il lève le bras gauche, l'autre moitié apparaît soudainement. Que se passe-t-il ici? Observez l'anneau de près. Notez que la partie gauche de l'anneau est un peu plus grande que la droite. Comme vous le voyez dans l'animation, la moitié gauche se cache dans la droite. Au départ, lorsqu'il l'a sorti de sa cape, il ne cachait que la moitié de l'anneau. Une fois qu'il avait complètement révélé cette moitié, il a placé les doigts de sa main gauche juste au-dessus de l'anneau, directement au-dessus du deuxième anneau imbriqué, et a commencé à le retirer. Cela a créé l'illusion d'un anneau complet. Savoir comment ce gimmick est construit explique aussi comment il a pu faire disparaître l'anneau à la fin. Vous pouvez clairement voir la moitié droite de l'anneau être soigneusement poussée dans la moitié gauche, après quoi tout le gimmick est rangé dans une grande poche à l'intérieur de sa cape. Et le dispositif de production de sable, comment fonctionne-t-il? Le composant principal est un petit souffleur d'air puissant fixé dans son dos sous son costume. Un réservoir de sable, une poche souple de sable fin et sec, est fixé à ce souffleur. La poche est placée pour que le sable s'écoule naturellement dans le flux d'air grâce à la gravité quand elle est activée. Un tube fin part du dispositif caché, traverse sa manche et arrive à une buse près de son poignet gauche. Pour activer le souffleur, il utilise un petit interrupteur placé près de son pied, car ses mains sont occupées avec les manipulations. Le tour de carte téléporté de David Blaine chez Jimmy Fallon. J'ai déjà couvert la première partie de la performance de David dans l'émission de Jimmy Fallon dans ma vidéo précédente. Maintenant, récapitulons rapidement le deuxième tour de cartes qu'il a réalisé. David Blaine a distribué les cartes face visible et demandé aux volontaires de compter 10 cartes. Un volontaire a recompté les cartes, puis a demandé à Jimmy de dire « stop » pendant qu'il faisait défiler le paquet, s'arrêtant sur le 3 de carreau. Blaine a insisté sur l'importance du nombre et a dit qu'il allait téléporter 3 cartes de son paquet dans celui du volontaire resté contre sa poitrine. Après avoir effeuillé le paquet 3 fois, le volontaire a perçu un changement. Après recomptage, ils avaient 13 cartes. Les cartes ont été rassemblées et tenues contre la poitrine. David Blaine a demandé au deuxième volontaire de penser à un nombre jusqu'à 10. Il a dit 3. Blaine a demandé à un troisième volontaire de penser à un nombre jusqu'à 5. Ils ont choisi 4. Il a annoncé déplacer 7 cartes, puis a lancé le paquet vers le tas, et le volontaire a senti son épaississement. En recomptant, le paquet avait 20 cartes.
Comment Blaine a-t-il téléporté les cartes dans ses mains 2 fois? Le secret de ce tour semblait être un jeu truqué, les cartes étant appariées et collées. Ici, ce n'est qu'une technique habile et un jeu de mots pour donner l'illusion du hasard. Au début, il compte délibérément 10 cartes face visibles sur la table. Ces cartes face visibles auront bientôt 3 cartes supplémentaires placées cran 1 en dessous. Remarquez ce que David Blaine dit à ce moment-là. Nous nous soucions uniquement du papier, pas du chiffre ni de la couleur. Cartes. Bien que cela puisse sembler être une remarque innocente, il précise que c'est le matériau lui-même, c'est-à-dire les cartes, qui comptent et non les valeurs ou les couleurs. En réalité, il compte 3 cartes depuis le dessus du paquet et prend une brisure avec le petit doigt, comme ceci, sous prétexte de ramasser les 10 cartes de la table. Il glisse discrètement 3 cartes sous le paquet avant de reposer le jeu sur la table. David pouvait ramasser les 10 cartes avec sa main droite, mais la technique de les faire glisser depuis la table a nécessité sa main gauche. Avec 10 cartes visibles et 3 cachées dessous, cette méthode cache habilement les 3 cartes pendant qu'il parcourt les 10 et s'arrête sur les cachées. Avec ces 3 cartes supplémentaires maintenant placées contre la poitrine du volontaire, nous savons logiquement que David doit imposer le chiffre 3 à Jimmy Fallon. Il montre à Jimmy que les cartes sont toutes différentes et les fait défiler. La plupart de mes spectateurs connaissent les techniques de forçage de base avec les cartes, y compris le forçage en dribble, où une séparation est maintenue pour s'assurer que, peu importe où le volontaire dit « stop », le magicien laisse tomber les cartes restantes sous la séparation, forçant ainsi la sélection. Mais cela contredit ce que fait David Blaine. La contradiction vient du fait que David tient le paquet par ses coins diagonaux, sans aucune séparation visible. Il applique bien le principe du dribble force, mais avec une technique un peu différente, utilisant ici une carte courte. La carte courte était le 3 de carreau, c'est une carte légèrement raccourcie en longueur ou largeur selon son usage. Dans ce cas, elle a été coupée en largeur comme ceci. En conséquence, lorsque l'on fait défiler les cartes, la carte courte agit comme un arrêt, mais un arrêt pratiquement invisible sous n'importe quel angle. Nous savons comment il a fait le premier tour, qu'en est-il du second? Il n'emploie pas la même méthode de comptage astucieuse avec le paquet dans la main du volontaire. On voit clairement que le volontaire a posé et ramassé les cartes lui-même. Alors que se passe-t-il ici? Revenons au moment où il montre au volontaire comment compter les cartes sur la table. Notez que David compte lui-même les cartes et en totalise 7 durant la démonstration. Il fait cela pour prendre une pause avec l'auriculaire juste en dessous, comme ceci. Après cela, il empalme le paquet de 7 cartes dans sa main droite et vous pouvez apercevoir les cartes empalmées dans ce gros plan de sa main droite. Pendant que tout le monde se concentre sur le comptage du paquet de 13 cartes, David attend le moment parfait. Ce moment, c'est lorsqu'il compte jusqu'à 10. Quand la 10e carte s'est posée, il frappe aussitôt le paquet de 7 cartes sur le tas visible. Une fois les cartes ramassées par le volontaire, tout est prêt. David doit maintenant imposer le chiffre 7 au volontaire. Un jeu de mots astucieux est utilisé car seules 7 cartes ont été ajoutées. Le seul chiffre imposable était donc le 7. Honnêtement, c'est à la fois plusieurs issues et une contrainte due à un choix de mots astucieux. Écoutez sa première déclaration. Pouvez-vous donner un chiffre de 1 à 10? Sa formulation envers le deuxième volontaire paraît innocente, mais c'est en fait une suggestion psychologique pour qu'il choisisse un chiffre plus élevé. Une enquête auprès de plus d'étudiants. Une étude de données Reddit a montré que lorsqu'on demande de choisir un nombre entre 1 et 17 est le plus choisi, puis 3. David Blaine savait que ces chiffres étaient privilégiés. Pour favoriser le choix du 7, il a subtilement dit jusqu'à 10 au lieu de entre 1 et 10, incitant à sélectionner un chiffre plus élevé. Mais comme le volontaire a choisi 3, choix fréquent, ce n'était pas le nombre visé par David. Il implique alors le troisième volontaire dans un jeu d'addition et déclare cela. Tu peux donner un chiffre jusqu'à 5. Au lieu de leur demander de choisir un chiffre jusqu'à 10, il le limite à 5, encore une fois, encourageant un chiffre plus élevé. Le troisième volontaire choisit 4, portant le total à 7. Mais s'il avait choisi un autre chiffre, David Blaine gère cela de 2 façons. Si 3 est choisi, il dit « Choisissez un autre chiffre, la première personne a déjà pris 3 ». Qu'ils en choisissent 1, 2 ou 5, David changerait tout. Il demanderait à Jimmy « Choisis un chiffre de 1 à 10 ». Jimmy, ne pouvant pas prendre 3, choisira probablement 7. David demanderait alors « Veux-tu garder ta décision ou choisir la leur ?» Le dernier volontaire choisit généralement de maintenir sa décision. Ce tour de sélection de nombres utilise uniquement des jeux de mots et des choix habituels. Il n'y a pas de méthode directe unique.
Tout repose sur le fait d'avoir plusieurs issues de possibles. David Blaine, monchissementaliste magicien expérimenté, sait quand gérer les situations délicates. Voici d'autres preuves. Tout le monde a un chiffre préféré jusqu'à 10. Ils sont toujours différents. Dis ton chiffre préféré jusqu'à 10. Dis un chiffre jusqu'à 10. Dis ton chiffre préféré jusqu'à 10. Dis ton chiffre préféré jusqu'à 10. Observez cette performance où il tente d'imposer le chiffre 7. Les deux premiers jeux volontaires n'ont pas choisi de nombre, additionnant 7, mais le troisième a finalement choisi 7. Voici comment il a géré la situation pour filtrer la sélection. Mais... Pas sur moi, d'accord, stop. Stop. Sur lui ou toi? C'était lui. Sur... Marc, oui, il a eu recours à une force de synchronisation à la fin, ce qui était assez évident. J'ai aussi expliqué comment David a tenté de forcer psychologiquement la 7e carte dans l'acte Fédération internationale des sociétés magiques de Mark Colby, visible sur ma chaîne. Le volontaire n'ayant pas suivi le plan, David a aussitôt opté pour une solution de secours. L'acte du Rubik's Cube d'Eric dans Asia's Got Talent débute lorsqu'il verse du chocolat dans un bol en verre. Il commence alors à remplir sa main gauche quand tout à coup, un Rubik's Cube en tombe. Il demande à un spectateur de mélanger le Rubik's Cube et de le couvrir de sa main. Il forme une coupe avec sa main, la remplit de chocolat, puis verse sur la table où apparaît soudain un grand cube. Il le résout instantanément en le secouant, puis demande au spectateur de lever la main, révélant que son Rubik's Cube est aussi magiquement résolu. Il couvre le Rubik's Cube résolu avec la main droite et porte son attention sur le grand cube dans la gauche. Le mini Rubik's Cube devient soudain tout en chocolat. Il prend ensuite le grand cube, le fracasse sur la table, et au moment de l'impact, il se transforme instantanément en chocolat lui aussi. Maintenant, l'explication de ce tour est assez simple mais astucieuse. La production du cube exigeait un chargement rapide dans sa main droite, effectué lorsqu'il passait derrière la table pour prendre la bouteille. La bouteille qu'il tenait a aidé à cacher le cube dans sa main pendant qu'il versait le chocolat. Il a montré ce cube caché dans sa main en retirant la bouteille. Il ajuste sa prise pour retenir le cube caché, plonge la main dans le bol de chocolat, puis passe discrètement le cube de la droite à la gauche. Il le montre brièvement avant de le faire apparaître. Au tour suivant, il pose sa main sur le cube mélangé, le rend à l'animateur bénévole et effectue un geste astucieux. Pour bien comprendre cela, nous devons examiner la table de plus près. Remarquez qu'en haut à droite de la table, il y a une grande découpe carrée, ainsi qu'une découpe carrée relativement plus petite près du centre, juste ici. Ce que vous voyez ici n'est pas un motif aléatoire. Ce n'est pas une table ordinaire, mais une table dotée d'un mécanisme permettant d'échanger des objets discrètement. Cette démonstration révèle le fonctionnement du mécanisme. Après avoir pris le mini-cube, vous voyez qu'il le place sur le carré près du centre de la table. En le couvrant, il active le mécanisme d'échange, remplaçant le cube mélangé par un mini-cube résolu avant de le passer sous la main de l'animateur. Ensuite, il prend quelques chocolats et les dépose dans le coin supérieur droit de la table, exactement à l'endroit où se trouve la découpe que nous avons remarquée plus tôt. À ce stade, vous avez peut-être déjà compris ce qui va se passer. Ce grand Rubik's Cube est sorti de la table grâce au même mécanisme de permutation. C'est aussi pourquoi, quand le cube est apparu, le chocolat s'est envolé vers le haut, quittant son point d'origine. Ce grand Rubik's Cube qu'il a produit peut sembler ordinaire, mais en réalité il l'a spécialement préparé et truqué de manière à pouvoir le résoudre instantanément en le faisant simplement bouger. Ici, il n'a pas besoin d'un niveau extrême de dextérité pour le résoudre d'une seule main. C'est parce qu'il est conçu de telle manière qu'il peut le résoudre instantanément en le secouant. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, aucune dextérité extrême n'est nécessaire. En observant bien lorsqu'il secoue le cube, on voit un clapet se déplacer subtilement vers le haut sur une image. Ce mécanisme fonctionne en tordant deux segments du cube, seul mouvement de doigt requis. Chaque clapet a un motif mélangé d'un côté et un motif coloré résolu de l'autre. Sinon, le cube se résout seul dès que les clapets s'ajustent automatiquement. Le public observe le mini-cube résolu pendant que sa main gauche passe derrière la table. C'est à ce moment précis qu'il échange le cube truqué à clapet contre un autre cube spécialement préparé qui servira pour le tour final de son numéro. Avant le tour final, il couvre le mini-cube de sa main droite et le remplace discrètement par un cube en chocolat avant de révéler la transformation. Pour le grand final, le cube en chocolat échangé plus tôt est écrasé sur la table. À l'impact, il s'ouvre de façon à ce que les faces intérieures noires du cube creux se confondent avec la surface noire de la table, comme illustré ici. Cet habile camouflage fait croire que le grand cube s'est vraiment changé en chocolat, concluant sa performance impressionnante.
Le meilleur tour de cartes de DMC. C'est sûrement l'un des meilleurs tours de cartes de DMC que beaucoup ont vu et tenté de percer le secret. Il commence le tour en pliant une carte à jouer pour en faire un crapaud en origami et, pendant qu'il le fait, il explique qu'un crapaud symbolise la magie à cause de ses transformations de vie, de l'œuf au tétard puis au crapaud, ce qui lui a valu une réputation de magicien, de mentaliste et d'artiste de l'évasion. Il déplie ensuite la carte, révélant que c'est l'as de cœur. Il la replie et la donne à la spectatrice, lui demandant de lui donner un nom. Elle pioche une carte dans le jeu et tient le crapaud près de son oreille, faisant semblant d'écouter de quelle carte il s'agit. Elle dit que c'est le valet de pique et il s'avère qu'elle a raison. Il remet sa carte dans le jeu, donne quelques coupes, puis commence à distribuer lentement les cartes sur la table. Il lui dit qu'elle peut dire « stop » quand elle veut. Elle s'arrête à la 10e carte, puis il montre celle du dessus et celle du dessous pour prouver qu'elle aurait pu en choisir une autre si elle s'était arrêtée plus tôt ou plus tard. En retournant la carte choisie, il s'avère que c'est le valet de pique. Il prend alors le valet de pique, le retourne, et en touchant sa main, le valet de pique et l'as de cœur échangent leur place. Enfin, pour la dernière transformation magique du crapaud, DMC lui demande de placer le crapaud dans sa main. D'un souffle, il anime le crapaud. Comment a-t-il fait ce tour de cartes ? Voici le secret. Ce tour a demandé une préparation préalable pour mieux rendre à la télévision. Maintenant, cette préparation avant le spectacle servait uniquement à forcer le choix du valet de pique comme carte sélectionnée par elle. Ne connaissant pas la préparation, cela n'implique pas que la spectatrice soit complice. En fait, le but est d'utiliser le concept de double réalité en mentalisme, où la volontaire, lorsqu'on lui demande de penser à quelque chose, comprend votre demande d'une certaine manière, tandis que le reste d'entre nous l'interprète telle qu'elle. Dans ce cas, avant que la caméra ne commence à tourner, DMC lui a fait choisir une carte dans le jeu, lui donnant l'impression qu'elle pouvait choisir librement n'importe quelle carte, alors qu'en réalité, il a forcé son choix et lui a demandé de garder cette carte en tête comme étant sa carte choisie. De sorte que lorsque la caméra commence à tourner, personne ne saura quelle est sa carte, sauf elle. En d'autres termes, le tour a commencé avant même que la caméra ne commence à tourner. Maintenant, dans son esprit, elle sait que sa carte choisie est le valet de pique, alors que la déclaration que DMC fait devant la caméra nous fait croire qu'elle avait le libre choix de sélectionner n'importe laquelle des 52 cartes du jeu, alors que ce n'est pas le cas. Le même concept de préparation est utilisé par David Blaine dans son tour de cartes avec Harrison Ford lorsqu'il lui a demandé de penser à n'importe quelle carte du jeu et que cette carte s'est téléportée et est apparue à l'intérieur d'une orange. En réalité, l'orange avait déjà été préparée avec la carte à forcer cachée à l'intérieur. Avant de filmer, il a obligé Ford à choisir cette carte. Nous n'avons pas tout le contexte et nous finissons par croire que Harrison avait réellement le libre choix de sélectionner n'importe quelle carte. La carte avait été retirée du paquet avant le début de l'enregistrement, lorsqu'il la lui a donnée pour examen. Quand il a demandé de prendre un fruit et d'en choisir un qu'on peut ouvrir. Prends un fruit pour moi, un que nous pouvons ouvrir. Tu remarques sans qu'il n'y a qu'une seule orange posée à l'écart des autres. Savoir comment le préchaud force le valet de pique n'explique pas comment elle a précisément choisi cette carte dans l'éventail. Mais attends, si tu fais attention au moment où il passe les cartes face visibles, il ne montre que 6 cartes du bas du paquet et cache les autres en dessous. Oui, les 46 cartes restantes dans ce paquet sont des valets pots de pique. Ainsi, lorsqu'elle touchait le centre ou le dessus du paquet, tout allait bien. Son geste subtil de pointer vers le centre et de dire « tirez simplement une carte » incite psychologiquement à choisir une carte proche du centre de l'éventail. Mais lors du tour suivant, où elle peut dire « stop » à tout moment pendant la distribution et l'arrête à la 10e carte, le valet de pique, une contradiction avec la première méthode apparaît aussitôt. C'est parce qu'il a en réalité montré une carte en dessous et une carte au-dessus de la carte, choisie librement. Pour comprendre la situation, il faut observer l'épaisseur du paquet après qu'il ait rassemblé les cartes du premier tour. Le paquet est plus grand, car il a ajouté environ 15 cartes dessus, ce qui l'aide ce tour-ci. Ce paquet est disposé pour qu'une carte sur 2 soit un valet de pique, séparé par des cartes aléatoires. Chaque carte portant un numéro pair est un valet de pique. Numéros désigne ici leur place en haut du paquet. DMC contrôle la vitesse de distribution des cartes. Par exemple, si le spectateur dit « stop » sur un nombre impair, il poserait cette carte, prendrait la suivante, un nombre pair, et annoncerait sa sélection. Cela explique aussi pourquoi il peut montrer une carte en dessous et une au-dessus, mais il ne peut pas montrer toutes les autres cartes restantes. Aucune de ces cartes n'a été distribuée face visible pour prouver réellement qu'il n'y avait pas d'autres valets de pique dans le paquet.
Si vous observez bien, lorsqu'il a glissé la carte soi-disant au centre avant de couper le paquet plusieurs fois, il l'a en fait placée à environ 15 à 20 cartes de profondeur. Certains pourraient bien suggérer qu'à cause de ces coupes, elle s'est retrouvée à la 10e position. En réalité, c'était une fausse coupe qui a laissé la séquence du paquet inchangée, car la partie placée au-dessus est restée en haut. Suivez bien la séquence du jeu pendant ces 3 coupes. Après chaque coupe, le dessus du paquet va en bas. Le deuxième paquet est pris en bas du jeu. Le troisième paquet était juste au-dessus du bas. Il égalise le paquet, prend une brisure avec le petit doigt, pose les 2 paquets du bas sur la table, et le paquet du dessus reste au-dessus. L'ordre du jeu n'a donc jamais changé. Au tour suivant, le valet de pique échange sa place avec l'as de cœur, nécessitant 2 échanges. Le premier échange se fait par double levée. L'as de cœur se trouve juste sous le valet de pique, et lorsqu'il retourne les 2 cartes ensemble, il laisse le valet de pique au-dessus du paquet. Mais la question est, comment a-t-il échangé le crapaud origami ? On pourrait dire que l'échange a eu lieu dès le début, quand il a plié et rendu le crapaud à elle. Ce serait la pire explication. Nous pouvons clairement voir, dans les images non coupées, à partir du moment où il montre l'as de cœur, le plie et le remet à elle, qu'il n'y a eu aucun moment où un échange aurait pu avoir lieu. Il ne lui a jamais demandé de tenir le crapaud dans sa main gauche pendant toute la performance après l'avoir remis. L'échange a eu lieu juste après le premier tour. Il existe plusieurs façons d'échanger une carte pliée. Voici 2 exemples utilisant la dissimulation, avec palmage et carte pliée cachée dans le servante. Gardez à l'esprit que DMC réalise ceci pour la caméra et qu'il a le contrôle sur la post-production. Une partie de l'échange a été retirée du montage pour rendre le tour plus impossible. Dans l'illusion finale, le crapaud en origami devient un vrai crapaud et ses mains sont d'abord vides. Cependant, après avoir plié le valet de pique, un changement d'angle de caméra montre ses poings, fermés, bien que cela semble être une séquence continue. Il a passé sa main droite derrière la table, sorti un crapaud de sa cachette et l'a tenu dans son poing. Après que le crapaud en origami ait été placé dans sa main gauche, il l'a simplement laissé tomber derrière la table en penchant la tête vers lui-même et a révélé le vrai crapaud dans sa main droite. L'illusion de disparition d'avion de David Copperfield. Copperfield débute le tour en montrant un avion à réaction éclairée à l'arrière pour projeter une ombre quand les panneaux se soulèvent. 50 volontaires entourent le jet, yeux bandés et mains jointes, tandis que Copperfield attache l'avion avec 2 sangles aux extrémités opposées. Les 2 panneaux avant sont ensuite placés pour cacher le jet, puis Copperfield allume la lumière derrière, projetant une ombre et nous convainquant qu'il est dans la zone fermée. Il verrouille les panneaux et dès que la lumière s'éteint, le jet disparaît. Mais nous savons qu'il ne l'a pas vraiment fait disparaître. Après tout, c'est un tour, et l'avion doit simplement être placé ailleurs, là où il n'est pas visible. Cela attire l'attention sur l'extérieur des panneaux, surtout selon le moment de la journée du tour. Pourquoi David Copperfield fait-il disparaître de grands objets comme la Statue de la Liberté ou des jets la nuit ? Pourquoi ces disparitions nocturnes ? Et pour ajouter à cela, la seule raison pour laquelle nous pouvons voir le jet, c'est grâce à ces quelques sources de lumière placées stratégiquement de chaque côté du jet. Si l'avion avait été déplacé dans une zone sombre, nous ne l'aurions pas vu car le jet était éteint. Eh bien sûr, il ne pouvait même pas le laisser tourner puisqu'il y a des gens tout autour. À ce stade, l'explication de ce tour devient très évidente. Je sais que certains d'entre vous se demandent si l'avion était réel ou simplement une fausse découpe en carton. Dès le début de la vidéo, un plan rapproché de l'avion prouve son authenticité. Qu'il existe réellement là-bas, ce qui signifie que nous devons savoir exactement comment il a déplacé l'avion. Maintenant, il n'a pas pu démarrer l'avion pour 2 raisons. Premièrement, les personnes qui se tiennent dangereusement près du réacteur. Ensuite, nous saurions où il allait, comme tout le monde autour. Si vous avez déjà pris l'avion, vous avez sans doute vu des tracteurs d'aéroport qui déplacent les avions en se fixant à un pneu. Ces tracteurs peuvent aisément déplacer des avions Boeing et Airbus. Vu sa taille, le jet peut être déplacé par un tracteur d'aéroport classique. Ce tracteur d'avion était placé près du panneau arrière dans l'obscurité. Mais pour permettre à l'avion de s'échapper, ces panneaux devaient être déplacés. De plus, ce groupe à l'arrière qui se tenait la main devait aussi être déplacé. Il faisait partie de l'illusion comme assistant, mais jouait dans les volontaires, contrairement aux autres contre les 3 faces. Ces 3 groupes de volontaires n'étaient présents là, les yeux bandés, que pour le témoignage à la fin du tour. Porter des bandeaux explique aussi pourquoi ils ignorent qui participe réellement au tour et comment l'avion est déplacé. Voici comment ils exécuteraient l'illusion. Ces 2 panneaux arrière s'ouvrent comme des portes, car vous pouvez voir qu'ils ont des roues en bas.
juste ici. Ces 2 panneaux s'ouvrent, offrant assez d'espace pour que l'avion soit tiré par la roue avant, comme montré dans cette animation. Mais ce n'est pas tout. Qu'en est-il de l'ombre de l'avion ? Comment se fait-il que nous puissions voir l'ombre ? Et en une seconde après que les lumières s'éteignent, l'avion disparaît. Tirer un avion aussi grand à cette vitesse est impossible sans risque de sécurité ou révéler l'illusion en cas d'incident. Ce qui signifie que l'ombre ne peut pas être une projection en temps réel de l'avion. Donc ce que vous voyez ici, ce n'est qu'une fausse ombre d'avion. Notez que David Copperfield n'a pas allumé les lumières avant de soulever les panneaux. Il ne les a allumées qu'après que les panneaux aient bloqué la vue de l'avion, ce qui indique qu'à l'intérieur de ces 2 panneaux se trouvait un tissu opaque cousu à l'intérieur qui ressemblait à ceci dans chacune de ses moitiés. Mais voici un problème. David Copperfield a dit que la source de lumière projetant l'ombre sur les panneaux était derrière l'avion et l'a montré dès le début. Donc si c'est le cas, nous verrions en réalité 2 ombres, une de la toile opaque cousue à l'intérieur des panneaux et une véritable ombre de l'avion, qui serait relativement plus grande à cause de la source de lumière très proche. En fait, les assistants près du mur du fond avaient une autre tâche. Ils devaient d'abord s'écarter, puis déplacer les lumières de l'arrière vers l'avant de l'avion pour que, quand David Copperfield allume la lumière, seule la fausse ombre apparaisse sur les panneaux avant. Donc simplement en manipulant l'éclairage avec une subtile diversion, des panneaux truqués et un remorqueur d'avion, il a pu faire disparaître l'avion en termes de magie, alors qu'en réalité, il l'a simplement déplacé dans l'obscurité. Le magicien voyageur temporel sur America's Got Talent. Jasper commence le tour en demandant à Heidi de dire « stop » pendant qu'il feuillette le jeu pour sélectionner une carte, qui dans son cas était le 5 de pique. Il lui a demandé de la placer face visible dans l'étalement, et chacun devait se souvenir de ce moment où toutes les cartes s'étaient pointées cachées, sauf celle qu'elle avait choisie. Il a ensuite retiré la carte de l'étalement et a mélangé les cartes de façon à ce que la moitié soit face visible et l'autre moitié face cachée, les mélangeant ensemble pour créer un désordre. Heidi a ensuite été invitée à insérer sa carte choisie face cachée dans l'étalement. Jasper a étalé les cartes en éventail et a pris une photo avec son téléphone. Il a dit « Revenons 5 minutes en arrière ». En montrant l'horloge sur son téléphone, il a compté 5 minutes en arrière et demandé à chacun de vérifier sur leur téléphone que l'événement avait bien eu lieu. Il a expliqué qu'étant revenu 5 minutes plus tôt, le paquet de cartes n'avait pas été mélangé. Il a alors révélé que seule la carte de Heidi était visible. Pour aller encore plus loin, il lui a demandé de regarder la photo sur son téléphone, qui montrait également uniquement la carte de Heidi dans l'éventail. L'explication de ce tour est assez simple et ne nécessite pas beaucoup de dextérité. Mais le fait qu'il ait pu manipuler l'heure sur le téléphone de tout le monde était la partie la plus impressionnante du tour. Pour le premier tour, il commence par effectuer un forçage à la rifle, où la carte forcée, dans ce cas le 5 de pique, est placée au-dessus du paquet. Le paquet est ensuite coupé de sorte que le 5 de pique se trouve juste en dessous de sa cassure du petit doigt, ce qui ressemble à ceci, même s'il dit à Heidi qu'elle peut dire stop où elle veut. Cela n'a pas vraiment d'importance car on voit clairement qu'il coupe bien plus profondément dans le paquet que là où Heidi avait initialement dit stop. Le moment où ils disent stop n'a jamais d'importance puisque c'est vous qui manipulez le paquet, mais le tour ne s'arrête pas là, car ce jeu de cartes particulier contient aussi des cartes truquées. C'est parce que, lorsqu'il étale le paquet sur la table, la moitié supérieure est composée de cartes à dos doubles. Ces cartes à dos doubles servent à simuler un mélange désordonné. Mais comment ? Quand il mélange cartes face visible et face cachée, le désordre apparaît seulement quand le paquet est étalé dans un sens. Si le paquet est retourné et étalé à l'envers, toutes les cartes visibles paraîtront face cachée, tandis que les cartes à dos doubles resteront face cachée. Heidi doit donc insérer sa carte face cachée dans le paquet mélangé, pour qu'elle soit visible quand on étale le paquet dans l'autre sens. Cela explique également pourquoi, lorsqu'il a tendu l'éventail à Heidi pour qu'elle le tienne, le côté désordonné de l'éventail était tourné vers elle, tandis que l'autre côté, ne montrant que le 5 de pique du point de vue du magicien, était positionné pour la photo. Après avoir repris les cartes à Heidi, il retourne le paquet pour que toutes soient face cachée, préparant ainsi le tour qui semble remonter le temps. Comment a-t-il changé l'heure sur tous les téléphones ? Il ne l'a pas fait, il a juste changé l'heure sur le sien. Il utilise une application de manipulation du temps sur son téléphone. Cette application ajuste l'horloge de l'écran de verrouillage en ajoutant ou retirant des minutes à l'heure. 5 minutes ont été ajoutées à l'heure, puis, après 3 secondes, l'horloge a reculé de 5 minutes. Ce n'était qu'à ce moment-là que tout le monde a vérifié l'horloge de son téléphone. Astuce assez ingénieuse, mais pour rendre à César ce qui est à César, ce tour a été créé par Patrick Kuhn et s'appelle Timeline. Si intéressé, achetez l'application pour votre téléphone.
Mark Spellman a remporté le Golden Buzzer dans America's Got Talent avec un numéro de 4 tours basé sur des choix différents. Le premier impliquait que David choisisse un crayon de couleur au hasard dans une boîte contenant différentes options. Le second demandait à Alicia de sélectionner une carte avec un animal au choix. Pendant que ces choix étaient bons et faits, Amanda continuait de mélanger un Rubik's Cube, qui lui a ensuite été repris et placé dans une boîte violette. Enfin, Simon a été invité à dire « stop » à tout moment pendant qu'on feuilletait le livre, puis on lui a demandé de placer le marqueur permanent pointe vers le haut et d'entourer n'importe quelle partie de la page. On lui a ensuite demandé de se rappeler du mot qu'il avait entouré. L'acte s'est achevé par une prédiction sur grand écran où sa fille semblait tout anticiper en donnant des indices via ses vidéos aléatoires. Comment sa fille savait-elle tout à l'avance ? Voici le secret. Dans le premier tour, il a demandé à David de choisir un crayon parmi plusieurs de couleurs différentes qu'il a montré ouvertement au début. Mais après avoir refermé la boîte et l'avoir secouée, il lui a demandé de faire un choix sans regarder. Regardez bien ce moment. Il montre la boîte contenant des crayons de diverses couleurs, puis la referme et la secoue pour mélanger l'ordre. Mais ce n'était qu'un prétexte pour retourner la boîte, car celle-ci contenait en réalité 2 compartiments, l'un avec des couleurs aléatoires, l'autre contenant uniquement des rouges. Il a donc demandé à David de prendre le crayon rouge sans regarder, puis a montré que les cartes étaient eux toutes différentes au tour suivant. Cependant, après avoir retourné les cartes, il lui a demandé d'en toucher une mais ne lui a pas permis de la tirer directement. Il a pris lui-même du paquet et l'a mise dans sa main. La raison pour laquelle il a fait cela, c'est que, bien que ce jeu de cartes semble normal, il est en réalité spécialement préparé de sorte que chaque carte soit en double. En prenant une carte du paquet, vous verriez que son dos est fixé à la carte pingouin avec un spray rugueux. Le concept de rugueux et lisse, utilisé ici par Mark, est aussi courant dans les jeux invisibles, où les cartes appariées dos à dos se séparent non seulement quand on relâche la pression. Si Mark avait demandé à Alicia de tirer la carte, elle aurait directement eu la paire et 2 cartes en main. Il a donc dû remettre la carte avec précaution. Le troisième tour utilise un Rubik's Cube ordinaire. Amanda a vraiment créé un motif aléatoire sur le Rubik's Cube, mais si ce n'est pas encore évident, lorsqu'il a placé le Rubik's Cube dans la boîte violette, la boîte contenait une coque qui recouvrait le motif original qu'Amanda avait fait. Quand on lui a demandé de retirer la boîte violette, le motif n'était plus visible. Si vous y réfléchissez, pourquoi placer le Rubik's Cube dans la boîte violette pour le retirer quelques secondes plus tard ? Ici, on remarque une autre astuce des monteurs de l'émission. La face du cube, qui est restée inchangée à cause de la coque à 4 faces tournée vers la scène, n'a pas été montrée. Ils ont choisi une vue en plongée depuis les juges pour masquer l'espace visible entre le cube mélangé et la coque posée dessus. Enfin, le 4e tour avec le mot choisi dans le livre. Lorsqu'il a demandé à Alicia de fermer les yeux et de dire « stop » quand elle voulait, elle n'a jamais eu de vrai choix. Il a simplement tourné la page qu'il avait toujours l'intention de choisir. Cette technique est également connue sous le nom de timing force, après quoi il a immédiatement retourné le livre face contre la table. Le magicien adapte ses actions à la réponse attendue pour obtenir facilement le résultat voulu. La raison pour laquelle il s'est arrêté sur une page précise, c'est qu'il y avait déjà un mot entouré sur cette page. Maintenant, vous vous demandez peut-être, quand il a demandé à Simon d'entourer un mot, n'y aurait-il pas 2 mots entourés ? L'astuce c'est que Simon n'a rien entouré parce que le feutre qu'il tenait avait une pointe sèche. Il a délibérément mis le livre à l'endroit voulu, au-dessus de la pointe, pour faire croire que Simon avait entouré ce mot à cet endroit sur la page. L'illusion célèbre de Dynamo, des tickets de loterie transformés en argent. Dynamo prend des tickets de loterie ordinaires sur l'étagère, les plie et d'un geste, ils deviennent des billets. Il les rend aux spectateurs pour prouver qu'ils sont authentiques. Mais comment a-t-il fait, ce tour ? Voici le secret, je sais ce que vous pensez. Il doit sûrement tenir les billets sous les tickets de loterie et les retourner simplement avec une manipulation habile. Si vous faites attention, le changement se fait lentement. Il semble qu'il y ait plus dans cette illusion que simplement cacher des billets pliés en dessous. Le changement survient trop rapidement, même au ralenti. Beaucoup penseront alors qu'il emploie toujours des astuces de caméra. Ce n'est pas le cas. Il utilise un accessoire conçu avec ingéniosité. Voici à quoi il ressemble. Cet accessoire doit cacher les billets pliés dans les tickets de loterie et pouvoir être montré des 2 côtés avant et après le changement. Mais où se trouve exactement cet accessoire et comment l'utilise-t-on ? Remarquez que ses mains sont vides lorsqu'il commence à donner les tickets de loterie aux volontaires. Quand la caméra change d'angle et que sa main droite prend un 3e ticket, sa main gauche tient soudain un 4e ticket jamais vu venir de l'étagère.
C'est parce qu'il s'agit de l'accessoire truqué qui contient les billets de dollars à l'intérieur qu'il a sorti de la poche avant de sa veste. Voici à quoi ressemblerait l'accessoire de la main gauche de Dynamo si on l'arrachait et l'ouvrait à ce moment-là. Notez qu'il y a 4 volets, 2 présentant des tickets de loterie, les 2 autres des billets et les billets pliés sont placés ici. Le deuxième volet du bas est également plié de sorte que les 3 volets de cet accessoire ainsi que les billets sont positionnés dans sa main comme ceci. Il peut ainsi retourner l'accessoire pour montrer librement les 2 faces sans rien révéler. Ensuite, Dynamo place les 4 tickets de loterie au-dessus de l'accessoire et les plie en 2. Ainsi, lors du changement, les tickets de loterie restent parfaitement cachés dans l'accessoire. Ensuite, vous pouvez voir Dynamo insérer soigneusement son doigt entre les billets et se mettre en position pour la transformation. Après avoir inséré son doigt entre les billets pliés, il maintient les 2 rabats avec sa main gauche pour que les autres billets restent cachés. Pour changer, il a juste besoin d'aide avec des aimants. 2 aimants en néodyme fin sont placés dans ces rabats. D'un geste, ce rabat se positionne au-dessus de l'autre, révélant aussitôt la face du billet du gimmick. Voilà pourquoi, juste après le tapotement, son pouce droit apparaît brièvement sous le billet du dessus après la transformation. Il replace aussitôt le gimmick pour que les vrais billets soient au-dessus, au cas où le spectateur tenterait de les prendre, tout en attirant moins l'attention sur le rabat désormais sous les vrais billets. Après la transformation, voici la position des tickets dépliés dans le gimmick à rabat. Le tour du marqueur disparu impossible de Shen Lim. Lors d'un tour de cartes, il a invité un spectateur choisi au hasard sur scène. LH a écrit sur une carte au marqueur avant de la lui rendre. Puis en un clin d'œil, le stylo a complètement disparu dans les airs. Alors comment a-t-il réalisé ce tour ? Voici l'explication. Le tour était si bien exécuté qu'il a même trompé Penn et Teller. Penn a admis « nous ». Ne savions même pas comment t'as fait disparaître le marqueur. La première étape du tour est subtile mais essentielle. Shin saisit le marqueur par les 2 extrémités, puis sa main gauche recouvre habilement la droite. Pour cacher le stylo, il utilise la disparition par rétention, tournant le marqueur vers lui tout en le tenant avec le pouce et le majeur. Observez ensuite bien son regard. À ce moment-là, Shin jette un coup d'œil vers l'intérieur droit de son gilet. C'est un moment clé. Il s'apprête à glisser le marqueur dans sa poche. Il utilise son index, le plus proche de la pointe du marqueur, pour le pousser rapidement et avec force. L'élan envoie le stylo dans la poche cachée de son gilet. Lorsqu'il ouvre théâtralement les mains pour montrer que le stylo a disparu, il est déjà bien rangé à l'intérieur de sa veste. Et c'est tout pour aujourd'hui. En attendant, regardez mes autres vidéos.